Imaginez que vous êtes coincé dans un sous-marin en train de couler à près de 100 mètres sous la surface de l'océan. Après avoir perdu un des membres de l'équipage dans un mystérieux accident, vous l'entendez tout à coup frapper de l'autre côté du sas. L'équipage du sous-marin ne se doute pas qu'il vient de récupérer un passager tout droit venu de l'autre côté. Mais il n'y a pas que les fantômes dont ils vont devoir s'inquiéter. Alors que d'autres catastrophes inexplicables commencent à se produire, ils se retrouvent enfermés dans une lutte désespérée pour leur survie, où ils ne pourront faire confiance à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le sous-marin hanté dans Abîme. Très bien. Cette mission de sauvetage est sur le point de devenir une condamnation à mort, ok ? Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, genre en août 1943, et quelque part au fin fond de l'océan Atlantique, l'équipage du sous-marin américain USS Tiger Shark vient de recevoir un appel de détresse urgent. Répondant au signal, ils trouvent un radeau avec à son bord des survivants alliés. Mais c'est alors qu'ils aperçoivent un autre navire qui se dirige dans leur direction. C'est un destroyer ennemi qui approche à vive allure, les obligeant à récupérer rapidement les survivants et à replonger sous les flots. Mais ils ne se doutent pas qu'ils viennent d'ouvrir leur écoutille à un véritable enfer. Alors qu'ils les embarquent à bord du sous-marin, ils sont surpris de constater qu'un des passagers est en fait une femme ressortissante britannique. C'est plutôt étrange, mais pour l'instant, ils ont d'autres chats à fouetter. En regardant à travers le périscope, le commandant du bateau, le lieutenant Bryce, identifie le navire comme étant un destroyer de classe Z allemand. Ils sont nettement moins bien armés. Ils décident donc d'y aller doucement et leur ordonnent de plonger jusqu'à 75 mètres de fond. Mais ils ne s'enfuiront pas si facilement. Pendant ce temps, des rumeurs se répandent parmi l'équipage au sujet des nouveaux arrivants, et certains d'entre eux craignent que la jeune femme ne leur porte malheur. Il s'agit d'une vieille superstition de marin, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la poisse était déjà à bord. Ok, ces loups de mer font comme s'ils ne voulaient pas de Claire à bord, mais croyez-moi, un seul coup d'œil à ces gars-là et elle n'aura probablement plus envie de s'attarder dans les parages. L'idée qu'elle puisse porter malheur remonte au XVe siècle, quand les premiers marins faisaient de longs voyages en mer. Ces voyages étaient incroyablement meurtriers et imprévisibles, ce qui rendait les marins très superstitieux. Et leur tradition leur donnait le sentiment de contrôler leur destin. D'un point de vue pratique, les capitaines pensaient que la présence d'une femme distrairait les jeunes hommes de l'équipage, les poussant à se battre et à désobéir aux ordres. Mais ceci étant dit, il pourrait en fait y avoir une raison légitime pour laquelle la présence de Claire ici est un mauvais signe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes n'étaient pas autorisées à servir sur les navires de combat. Et comme nous le découvrirons dans une minute, Claire vient en fait d'un navire hôpital. Maintenant, selon le droit international, les navires hôpitaux ne pouvaient pas être pris pour cible. S'ils ont été touchés, c'est qu'il y a dans la zone un navire ennemi qui ne respecte pas les règles normales en matière d'engagement, ce qui rend leur situation encore plus dangereuse. Et ça nous amène à leur plus gros problème, le destroyer ennemi. Ils viennent de l'identifier comme étant un destroyer ennemi de classe Z, un grand navire lourdement blindé conçu spécifiquement pour la lutte anti-sous-marine. Il mesure environ 120 mètres de long, dispose d'un équipage de 300 hommes et peut atteindre une vitesse de pointe de 38 nœuds. Il est équipé de tubes lance-torpilles et, pire encore, de grenades sous-marines. Le meilleur moyen de contrer les sous-marins. Inutile de dire que les opérations les battront en puissance et en rapidité. Il leur faudra donc une bonne stratégie pour survivre. Loomis a remarqué un petit détail sur le navire ennemi qui pourrait leur sauver la vie. Le navire ne peut déployer ses grenades sous-marines que par l'arrière, et non par les côtés, comme une peau de banane dans Mario Kart. Bryce vient de les descendre à 75 mètres, ce qui est une décision intelligente parce que c'est suffisamment bas pour que les charges soient beaucoup moins efficaces. On pourrait croire que leur malchance a déjà commencé, mais ils n'imaginent pas à quel point leur vie est sur le point de dégénérer. Odell examine les survivants et demande à la femme Claire comment ils ont été attaqués. Mais tout ce dont elle se souvient, c'est qu'ils venaient d'un navire hôpital. L'un d'eux est assez grièvement blessé, mais au lieu de laisser l'équipage s'occuper de lui, elle insiste pour le soigner elle-même. Le troisième, un homme nommé Kingsley, jure qu'ils ont été touchés par un sous-marin ennemi. Mais il n'a pu que l'apercevoir rapidement alors qu'il était sur le pont en train de prendre l'air, et il ne peut pas identifier avec certitude de quel type de sous-marin il s'agissait. Alors qu'il pose une attelle sur sa jambe, Odell relève quelque chose d'étrange dans le récit de l'homme, et il lui demande s'il est sûr que le vaisseau ennemi n'a tiré qu'une seule torpille.
Mais Bryce le renvoie rapidement avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit d'autre. Se tournant vers Claire, il s'excuse de ne pas pouvoir les débarquer dans un port anglais, parce que ce serait trop éloigné de leur trajectoire. Ce qui veut dire qu'ils vont devoir rester coincés à bord du sous-marin jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination finale. Plus tard, Odell explique son problème avec l'histoire de l'homme à son camarade, le lieutenant Loomis, en soulignant que le sous-marin ennemi n'a tiré qu'une seule torpille, alors que la procédure normale serait de continuer à tirer jusqu'à ce que le navire soit complètement coulé. Loomis lui dit de ne pas trop réfléchir, et qu'il devrait s'en tenir à ses tâches et faire confiance aux membres les plus expérimentés de l'équipage au lieu de ça. En peu de temps, ils aperçoivent quelque chose de gros qui se dirige vers eux, et ils comprennent qu'il s'agit du destroyer ennemi. En quelques minutes, ils entendent l'énorme vaisseau passer juste au-dessus de leur tête, et l'équipage coupe rapidement ses moteurs, devenant absolument silencieux dans une tentative de dissimulation, le laissant tranquillement couler vers le fond. Le lieutenant ordonne à Odell de trouver une étendue d'eau froide afin de réfléchir les ondes sonores lorsque l'ennemi commencera à les chercher avec son sonar. Juste à ce moment-là, ils entendent une série de pings bruyants dans tout le sous-marin, et ils attendent nerveusement que les bruits s'arrêtent un instant plus tard. C'est tellement silencieux qu'on entendrait une épingle tomber. Mais juste au moment où il semble être en sécurité, un tourne-disque résonne on ne sait trop comment dans un des quartiers des officiers, et Odell se précipite pour aller l'éteindre, sans pouvoir expliquer comment il a pu se déclencher. Il n'y a pas vraiment de temps pour se poser des questions parce que l'ennemi commence à larguer des grenades sous-marines, et Brice ordonne à l'équipage de se préparer à l'impact alors que des explosions commencent à se produire tout autour d'eux. Les explosions secouent le sous-marin et projettent l'équipage au sol, les projetant contre les murs et le plafond jusqu'à ce que les détonations s'arrêtent. Apparemment, ils ont réussi à éviter un coup direct, mais tout à coup, la dernière charge touche l'eau et atterrit directement à l'avant du sous-marin. Et à leur grand soulagement, elle n'explose pas, rebondissant inoffensivement loin de la coque. Les membres de l'équipage n'en croient pas leurs yeux. Mais la vérité, c'est que le destin leur réserve quelque chose de bien pire que ça. Ok, on l'a échappé belle. Ils ont déjà frôlé la mort 2 fois depuis qu'ils ont recueilli ces naufragés. Mais cela dit, le lieutenant Bryce fait presque tout ce qu'il faut. Quand il a dit à Odell de leur trouver un peu de froid, il voulait dire de localiser une thermocline, une nappe d'eau froide plus profonde où ils pourraient se cacher. Ça permet de contrer le sonar actif de l'ennemi qui envoie des signaux dans l'eau et écoute ensuite l'écho renvoyé par la coque du sous-marin. Bryce sait qu'il ne peut pas distancer le destroyer dans leur sous-marin, parce que leur vitesse maximale sous l'eau n'est que de 9 nœuds, alors que le navire ennemi navigue à une vitesse bien supérieure, 38 nœuds. Le son se propage très rapidement sous l'eau, et même si le sous-marin est silencieux, un bruit accidentel de l'équipage pourrait les tuer tous. Claire et Kingsley ont coopéré jusqu'à présent, mais la jeune femme essaie délibérément de les éloigner du 3e survivant du groupe. Ça semble assez suspect, surtout après ce qui vient de se passer. Une fois les dégâts évalués, l'équipage devrait isoler les 3 survivants et essayer d'en savoir plus sur leur histoire. Mais ils ne tarderont pas à se rendre compte qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Maintenant qu'ils ont à nouveau semé le navire ennemi, les officiers veulent savoir comment il les a trouvés. Et certains d'entre eux commencent à lancer des accusations contre Odell, disant qu'il devient trop amical avec les passagers. C'est alors que Bryce reçoit un appel urgent de l'équipage, qui vient de faire une découverte choquante. En fouillant dans les affaires du blessé, ils ont remarqué que son pantalon a été fabriqué à Berlin, révélant ainsi que c'est un Allemand depuis le début. Furieux, ils se rendent à l'infirmerie pour le confronter, et comprenant qu'ils se sont fait prendre, Claire admet que c'est elle qui a eu l'idée de cacher l'homme. Elle fait de son mieux pour expliquer la situation, leur promettant qu'il n'est pas dangereux. Mais dans le chaos, il panique et attrape un couteau, ne laissant pas d'autre choix à Bryce que de l'abattre sur le champ. Frustré, Bryce ordonne à Claire de retourner dans sa chambre, et il dit aux hommes qu'elle ne pourra plus en sortir jusqu'à la fin du voyage. Il retourne dans ses quartiers où il essaie de se reposer, quand tout à coup, le tourne-disque se remet en marche, mais il s'arrête juste au moment où il arrive. Et dans un accès de rage, il jette l'ensemble à travers la pièce. Vu que l'homme est mort et que les événements étranges se poursuivent, les officiers commencent à soupçonner qu'il pourrait s'agir d'un membre de leur propre équipage qui en est responsable. Odell insiste sur le fait qu'il connaît trop bien les hommes pour que ce soit vrai, mais ils n'ont toujours pas de meilleure explication, et Loomis n'apprécie manifestement pas qu'ils viennent fouiner. Un peu plus tard, Claire, qui est épuisée, se repose dans sa couchette quand elle entend une voix qui lui chuchote dans l'obscurité. Et quand elle regarde vers le bas, elle voit le cadavre de l'homme allongé dans le lit juste en dessous d'elle.
Les autres accourent pour voir ce qui s'est passé, mais ils se rendent vite compte que ce n'était qu'une blague de ces deux connards, et Odell les prévient qu'ils sont allés beaucoup trop loin. Il se lève pour ramener le corps de l'homme quand le lieutenant Corse sent une présence inexplicable au-dessus de son épaule, ce qu'il détourne du fait qu'ils sont en train de s'enfoncer encore plus profondément sous les flots. Au même moment, Stumbo remarque que le corps s'est remis à saigner de façon inexplicable, et les choses deviennent encore plus étranges quand il entend une voix qui lui dit de se retourner. Croyant qu'ils lui font une blague, il regarde autour de lui, mais il se rend compte que personne d'autre ne parle. Et quand il se penche de plus près, une annonce à l'interphone le fait tellement sursauter qu'il tombe à travers les coutilles, regardant les autres gars comme s'il avait vu un fantôme. Et après avoir repris son souffle, il essaie de raconter aux autres ce qui s'est passé. Mais ils agissent tous comme si tout ça était dans sa tête. Après tout, le fantôme lui a parlé en anglais, pas en allemand, et ça suffit à le convaincre de ne pas s'inquiéter. Du moins pour l'instant. Ok, pour un groupe de marins superstitieux, ils passent sous silence ces événements étranges beaucoup trop tôt. Ils ne savent pas qui a encore déclenché le tourne-disque, mais je pense qu'on peut affirmer que c'était pas l'Allemand cette fois-ci. À moins bien sûr que ce soit lui quand même. Bon, je dis pas qu'un mort peut encore faire des plaisanteries, mais il y a peut-être quelque chose de surnaturel qui se passe ici. On peut dire que les voix n'étaient que dans la tête de Stumbo, mais ce qu'il n'a certainement pas imaginé, c'est le sang frais qui a traversé la chemise du type. Et étant donné qu'il était mort depuis au moins plusieurs heures, ça ne devrait pas être physiquement possible. En effet, quand une personne meurt, son corps ne pompe plus. Ça veut dire que le sang ne circule plus du tout dans son corps, pas vrai ? La pression artérielle tombe à zéro, puis le corps passe par la phase de lividité cadavérique au cours de laquelle le sang se dépose dans les parties les plus basses sous l'effet de la gravité, puis se coagule en une épaisse gelée rouge qui ne ressemble en rien à ce qu'on voit dans une plaie fraîche. Ce processus commence généralement quelques minutes après la mort. Il est donc tout à fait anormal que le corps se mette à gicler du sang frais alors qu'il est mort depuis plusieurs heures, surtout sans aucun battement de cœur. Et je considérerais ça comme une preuve indéniable de l'existence d'une activité paranormale. Certes, c'est un peu bizarre que le fantôme lui ait parlé en anglais, mais pas tant que ça en fait. Après tout, si on tient compte des locuteurs natifs et de ceux qui parlent l'anglais comme seconde langue, l'anglais était probablement la langue la plus parlée dans le monde à cette époque. Et n'oubliez pas que cet homme était pilote, ce qui fait de lui un officier. Il est donc fort probable qu'il connaisse au moins un peu d'anglais. Mais honnêtement, je m'intéresse moins à la langue qu'il a utilisée qu'à ce qu'il a dit. Vous devez faire demi-tour. Il y en a tellement qui sont restés derrière, je veux y retourner. Ils parlent clairement de l'endroit où leur bateau a fait naufrage, et il semble que d'autres survivants manquent encore à l'appel. Mais au moins, si on sait ce que veut l'esprit, on peut essayer de l'apaiser avant que les choses ne s'aggravent. Évidemment, ils ne peuvent pas faire demi-tour pour diverses raisons, mais ils peuvent faire savoir à l'esprit qu'ils ne l'ignorent pas. Vous savez, les esprits intensifient généralement leurs attaques lorsqu'ils ont l'impression que leur message ne passe pas. La première chose que Stumbo pourrait faire ici, c'est de simplement reconnaître sa présence. Il veut qu'il retourne chercher d'autres survivants, mais ce n'est pas possible. Le meilleur choix est donc de rationaliser avec lui et de lui expliquer que s'il ne les laisse pas atteindre le rivage, même les 2 survivants qu'ils ont trouvés ne s'en sortiront pas. Outre Stumbo, Bryce semble être un autre centre d'intérêt pour l'esprit, et même si ça va prendre du temps, peut-être qu'après que suffisamment d'événements étranges se soient produits, ils réussiront à le convaincre de la présence de l'esprit. Il pourra alors recommander au commandement naval d'envoyer un autre avion pour inspecter la zone. Et ça pourrait suffire à ce que l'esprit trouve enfin le repos. Étant donné qu'ils sont en sécurité depuis un certain temps, ils peuvent enfin essayer de remonter en surface pour prendre l'air. Et pendant que l'équipage est occupé à son poste, Claire décide de sortir discrètement pour se promener. Elle entend quelque chose derrière elle. Alors elle se retourne et trouve un livre appartenant au lieutenant Bryce qui traîne au milieu du couloir. Mais au moment où elle veut le remettre dans sa chambre, elle remarque sur son bureau le journal de bord du vaisseau. Elle décide de jeter un coup d'œil à l'intérieur et lit que l'équipage était impatient de pouvoir tuer avant de rentrer chez eux. Et elle entend une voix fantomatique derrière elle quand elle arrive à ces mots. Elle poursuit sa lecture et arrive à une section où les pages sont blanches avant de reprendre le jour où ils ont été secourus. Et étrangement, l'écriture ne semble pas correspondre. C'est alors que le placard s'ouvre, avec à l'intérieur les uniformes réglementaires et des photos du véritable officier de commandement. Et elle découvre que le sous-marin était en fait sous la direction d'un certain commandant Winters. Quand il revient chercher du matériel, Corse finit par la surprendre en train de fuiner, et il lui ordonne de retourner dans sa chambre.
esquivant la question quand elle essaie d'obtenir plus d'informations sur le commandant. Mais il ne faudra pas très longtemps avant que la vérité n'éclate enfin. En fait, ils n'ont même pas encore atteint la surface que le destroyer ennemi effectue déjà un nouveau passage. À court d'options, ils décident de se cacher au fond de l'eau, laissant intentionnellement le sous-marin s'immobiliser au fond de l'océan. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pu respirer de l'air frais, et dans la salle des machines, une alarme les avertit que les niveaux d'hydrogène sont dangereusement élevés. Claire s'excuse d'avoir essayé de cacher l'allemand, et Bryce décide d'expliquer ce qui est arrivé à leur capitaine d'origine. Il raconte qu'après avoir tiré sur un navire ennemi, ils sont remontés à la surface et ont découvert que celui-ci s'était déjà échappé, laissant derrière lui un tas de débris aléatoires dans l'eau. Le capitaine voulait un trophée quelconque à ramener à la maison, alors il est monté sur le pont pour récupérer quelque chose. Mais à ce moment-là, le bâtiment a heurté quelque chose dans l'eau, ce qui a provoqué la chute du capitaine par-dessus bord, se cognant la tête au passage. Et bien qu'ils aient essayé de le secourir, les autres n'ont rien pu faire pour lui. Après s'être excusé auprès d'elle, il se retourne pour partir au moment où le bateau se retrouve soudainement dans le noir. Quand il regarde derrière lui, il est terrifié par une silhouette fantomatique qui l'observe depuis l'autre bout du couloir. Il s'avère qu'il s'agit simplement d'un membre de l'équipage descendu pour vérifier les moteurs. Mais Loomis sent bien que quelque chose a troublé le lieutenant. Ok, c'est pas bon du tout. Ils n'ont pas pu remonter à la surface depuis presque une journée entière. Et si ça se prolonge, ils vont rencontrer de sérieux problèmes. Dans la réalité, le Tiger Shark est en fait l'USS Silverside, un sous-marin de la classe Gâteau, qui a été retiré des opérations en 1946. Sous l'eau, ces sous-marins utilisaient une paire de moteurs électriques jumeaux qui devaient être rechargés toutes les 24 heures. Mais pour ce faire, ils devaient remonter à la surface et faire tourner leur moteur diesel. Il est évident qu'à l'heure actuelle, la batterie de ce sous-marin est dangereusement faible et qu'ils risquent de subir une panne totale d'électricité s'ils ne rechargent pas leur moteur dans les plus brefs délais. En outre, leur réserve d'air est limitée et plus longtemps ils resteront privés d'air frais provenant de la surface, plus ils commenceront à subir une accumulation dangereuse de CO2 et d'hydrogène. Le CO2 est produit naturellement lorsque quelqu'un expire, n'est-ce pas ? Mais dans un environnement fermé comme celui d'un sous-marin, il s'accumule rapidement dans l'atmosphère. Après près de 24 heures d'immersion, les niveaux de CO2 approchent probablement les 5%. Ce qui peut entraîner des effets physiologiques intenses, tels que la confusion, la fatigue et même des hallucinations auditives et visuelles. Quant à l'hydrogène, les batteries plomb-acide du sous-marin en produisent en permanence dès qu'il est alimenté en électricité. Et si une trop grande quantité peut également être toxique, le véritable danger réside dans le risque d'explosion du gaz. On a déjà dépassé les 5% d'hydrogène dans l'air, et à ce niveau, le gaz devient extrêmement inflammable. Une seule toute petite étincelle pourrait provoquer une explosion éclair qui romprait instantanément la coque et tuerait tout l'équipage, sans même que le destroyer n'ait à s'en occuper lui-même. Bref, ils vont bientôt devoir remonter à la surface pour respirer de l'air pur. Mais à chaque fois qu'ils essaient, le vaisseau ennemi revient. Et si se cacher ne fonctionne pas, leur seul espoir sera de tendre une embuscade. Ils savent qu'à chaque fois qu'ils tentent de remonter à la surface, le destroyer les repère. Si bien que la prochaine fois qu'ils s'apprêteront à remonter, ils devraient déjà être parés à leur poste de combat. Ils pourront alors utiliser leur hydrophone pour estimer la trajectoire du destroyer, s'aligner en dessous en amont de sa trajectoire prévue, lancer 6 à 5 de leurs torpilles en éventail à la profondeur du périscope, avant de plonger immédiatement pour éviter les tirs de riposte du destroyer. Il est vrai que chacune de ces torpilles porte une ogive chargée de 290 kg de TNT. Donc même si c'est risqué, il suffirait d'un seul bon tir sur un point critique pour faire couler le navire ennemi ou le forcer à battre en retraite. Et il se pourrait bien que ce soit leur seule option s'ils ne parviennent pas à refaire surface rapidement. Un peu plus tard, ils entendent un bruit qui ressemble à celui de quelqu'un qui traîne un tas de chaînes métalliques au fond de l'océan. Et ils se rendent compte que le destroyer est en train de les attaquer avec des grappins géants. Les hommes se tournent vers le lieutenant Bryce pour lui demander ses ordres, mais il se fige au plus mauvais moment, et un des crochets arrache même le périscope, ce qui permet à l'autre de s'engouffrer dans la coque. Loomis prend rapidement le commandement et demande à tout l'équipage de mettre les gaz, ce qui leur évite un nouveau contact direct à la dernière seconde. Mais leur gouvernail est quand même endommagé par les crochets, et ils ont subi suffisamment de dégâts pour se retrouver en mauvaise posture.
L'équipage réalise ensuite qu'il y a une fuite d'huile quelque part dans le moteur, et à chaque fois que le navire submersible tente de remonter à la surface, il finit par se faire repérer par son adversaire. Le seul moyen de réparer le problème est de le faire de l'extérieur. Alors Odell et Corz prennent Wally et Stombo avec eux et conduisent le groupe dans un des ballasts, où ils se préparent 2 par 2 pour chercher la source du problème. Une fois seul, Odell commence à interroger son équipier sur ce qui s'est réellement passé la nuit où leur commandant est passé par-dessus bord. Sachant qu'il était un des seuls témoins, Corz s'en tient à l'histoire, disant que l'homme est tombé quand ils ont heurté quelque chose dans l'eau. Mais Odell fait remarquer qu'il n'a pas perçu d'impact quand c'est arrivé. Juste à ce moment-là, un violent coup résonne dans tout le compartiment, bien qu'aucun d'entre eux n'ait fait quoi que ce soit pour le provoquer, et ils commencent tous à paniquer un peu plus à chaque seconde. Odell lui fait promettre qu'il gardera ça entre eux, et son coéquipier finit par avouer comment le commandant est vraiment tombé. Selon lui, une bagarre a éclaté quand il leur a ordonné d'ouvrir le feu sur les survivants ennemis dans l'eau. Et alors que la situation devenait incontrôlable, Winters a glissé sur le pont et s'est cogné la tête. Il fait croire qu'il s'agissait d'un simple accident, mais quand il regarde son reflet dans l'eau devant lui, une vision du visage du commandant apparaît subitement. Ce qu'il fait tomber du poste où il travaille et se fendre le crâne sur un des supports en métal. Quand les autres arrivent, il est déjà trop tard, et ils découvrent le corps de Corz, la tête complètement éclatée. Tout à coup, ils entendent une série de coups violents sur la coque, et Odell voit apparaître la vision d'un visage fantomatique dans l'ombre. Il se retourne et se rend compte que ses amis ont déjà disparu, et terrifiés, ils regagnent tous le sous-marin à la nage, aussi vite qu'ils le peuvent. Les autres remarquent rapidement que Corz a disparu, mais avant même qu'ils puissent l'expliquer, quelque chose commence à frapper contre l'écoutille extérieure, bien qu'il n'y ait aucune chance que ce soit lui. Écoutant attentivement, quelques hommes commencent à croire que ça frappe en code Morse, et que ça épelle le message « de retour ». Ok, cette histoire est aussi flippante que possible, et si ces gars ne croyaient pas aux histoires de fantômes avant, je parie qu'ils y croient maintenant. Franchement, à ce stade, il est clair que le fantôme n'était pas l'Allemand. C'est en fait l'esprit vengeur du capitaine qui revient pour régler ses comptes. Et s'ils veulent l'arrêter avant qu'il ne tue tout le monde à bord, alors la chose la plus importante à faire est de découvrir la vérité sur la façon dont il est passé par-dessus bord. Maintenant que Corz est mort, les 2 seules personnes qui savent vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là sont Loomis et Bryce. Pour obtenir des informations de leur part, ils vont d'abord devoir les séparer. Si j'étais Odell, je rassemblerais Wally et Stombo, qui ont tous les 2 été des témoins directs des événements surnaturels, et je confronterais discrètement Loomis pour découvrir ce qu'il cache. Maintenant, je ne m'attends pas vraiment à ce qu'il soit digne de confiance, puisqu'il s'est montré surpris qu'Odell revienne et non Corz. De toute évidence, il voulait éliminer Odell du tableau. Mais ça veut aussi dire qu'il est désespéré, et donc s'ils exercent une pression suffisante sur lui, il pourrait le pousser à faire une bourde et à révéler quelque chose qu'il n'aurait pas dit autrement. Dans les interrogatoires de police, c'est ce qu'on appelle l'approche du dilemme du prisonnier, qui consiste à extraire davantage d'informations en faisant croire au suspect que vous le savez déjà. Il suffit de dire quelque chose comme « Corz nous a parlé des survivants » ou « Nous savons que Winters n'est pas tombé tout seul », en faisant comprendre à Loomis qu'ils sont après lui, mais sans lui dire explicitement ce qu'ils savent. Ce qui le mettra dans une position où il ne saura pas comment réagir et le contraindra soit à combler les vides, soit à se montrer agressif. Grâce à cette stratégie, ils pourront l'amener à commettre une erreur et à leur en dire plus sur ce qui s'est réellement passé, ou à remarquer par des changements de son langage corporel qu'il dissimule délibérément la vérité. J'essaierai aussi de fouiller la couchette de Corz pour voir s'il a laissé derrière lui des preuves qui pourraient expliquer comment Winters est mystérieusement tombé. Ce ne sera pas facile, mais s'ils parviennent à résoudre le mystère et à traduire les responsables en justice, l'esprit du capitaine pourrait finalement les laisser tranquilles. Malgré tout ce qui s'est passé, Bryce affirme qu'ils vont s'en tenir au plan, en remontant à la surface ce soir pour respirer un peu d'air frais avant de continuer vers leur port d'origine. Choqué, Odell soutient qu'ils devraient rejoindre la terre ferme dès que possible, soulignant que Kingsley peut les conduire en toute sécurité vers un port britannique en quelques jours seulement. Mais le lieutenant refuse catégoriquement de les écouter. Il s'énerve encore plus quand Claire commence à mettre leur poisse sur le compte de quelque chose de surnaturel, et il les menace de prendre des mesures drastiques s'ils n'arrêtent pas d'insister sur le sujet, ne leur laissant pas d'autre choix que de garder le silence pour l'instant.
Dans la salle des machines, ils remarquent que les niveaux d'hydrogène sont presque critiques et que la situation ne fera qu'empirer tant qu'ils ne pourront pas remonter à la surface. Essayant de les orienter dans la bonne direction, le lieutenant ordonne à l'équipage d'ajuster le gouvernail, quand tout à coup, celui-ci se met à tourner de façon complètement incontrôlable. Ils ont beau s'y accrocher, la pression continue de se renforcer, jusqu'à ce que la roue explose, avant de se remettre en place brusquement, maintenant qu'ils sont dirigés dans la direction opposée, les laissant sans moyen de la réparer ni même d'expliquer ce qui vient de se passer. Plus étrange encore, ils ne peuvent pas arrêter les hélices, ce qui veut dire qu'ils devront aller là où ça les emmène, jusqu'au moment où ils pourront reprendre le contrôle de leur navire. Alors que l'équipage se demande ce qui a bien pu se passer, Hogg évoque l'idée que le bateau allemand les a peut-être réellement coulés, et que tout ce qu'ils ont vécu depuis n'est qu'une sorte de purgatoire. Wally commence alors à s'y intéresser, mais avant qu'il n'aille trop loin, un des ingénieurs les plus âgés et les plus avisés fait remarquer que tout ça n'est qu'un effet secondaire de ce mauvais air, expliquant que trop d'hydrogène ou de CO2 peut rendre fou, et que les problèmes mécaniques sur le sous-marin n'ont rien de nouveau. Inquiet, Odell demande à Kingsley de mettre le cap sur l'Angleterre, juste au cas où. Sentant que leurs problèmes ne font que commencer, le seul moyen de réparer le gouvernail est de se brancher directement sur sa ligne dédiée. Et le seul endroit où c'est possible, c'est dans le compartiment des batteries. Mais il est tellement rempli d'hydrogène qu'une seule étincelle pourrait provoquer un accident catastrophique. Pourtant, les ingénieurs insistent sur le fait qu'ils peuvent le faire en toute sécurité. Et n'ayant pas d'autre choix, Bryce accepte à contre-cœur de les laisser essayer, sans se douter qu'ils viennent de commettre leur plus grosse erreur. Scellés dans le compartiment au cas où une explosion se produirait, les hommes se mettent au travail pour réparer le gouvernail, commençant le travail sans aucun signe de difficulté. Pendant ce temps, dans leur quartier, Kingsley examine leur trajectoire quand il fait une autre découverte incroyable. Il se dirige en fait directement vers le lieu du naufrage. Alarmé, Odell apporte la carte à Loomis, qui demande au reste de l'équipage de se retirer pendant qu'ils discutent. Mais dans la salle des machines, les choses sont sur le point de dégénérer. Au moment où les hommes s'apprêtent à terminer, quelque chose provoque une panne de courant. Et dans sa hâte de rallumer les lumières, un des hommes fait tomber sa lampe de poche. Au même moment, Hogg ouvre la porte alors que l'ingénieur actionne l'interrupteur, ce qui a pour effet d'enflammer le filament exposé et de provoquer accidentellement une énorme boule de feu qui grille instantanément tous les membres de l'équipage qui ont eu la malchance d'être pris dans sa trajectoire. Dans la salle de contrôle, Loomis confronte Odell, suggérant une fois de plus qu'il pourrait être l'auteur du sabotage du navire. Ils se disputent violemment, mais ils sont interrompus par le lieutenant. Et la situation empire quand ils se rendent compte que le reste de l'équipage ne répond plus. Odell se dirige vers la porte et dit aux autres qu'il fait chaud, mais quand il l'ouvre, ce qu'il découvre est encore pire que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Ok, waouh, c'est une catastrophe absolue, et le pire, c'est qu'elle aurait pu être évitée. Ils viennent de créer le scénario exact qui nous inquiétait auparavant, où une minuscule étincelle crée une énorme explosion à cause de l'excès d'hydrogène dans l'air. Maintenant, même ici à la surface, l'air que nous respirons n'est pas de l'oxygène pur. Il se compose en fait de 78% d'azote et de 21% d'oxygène, les 1% restants étant constitués de particules de gaz. La quantité totale d'hydrogène dans l'atmosphère est inférieure à 1/10000000%, ce qui la rend pratiquement inexistante. Mais ici, dans le sous-marin, avec des niveaux d'hydrogène de 15%, ça représente environ 275 000 fois plus d'hydrogène que ce qu'on trouverait dans des conditions atmosphériques normales. La raison pour laquelle cette situation est si dangereuse, c'est que l'hydrogène est extrêmement réactif. Je veux dire que les molécules d'hydrogène sont petites, légères et hautement inflammables, et qu'elles se mélangent facilement à l'air ambiant pour former un nuage invisible de combustible. L'énergie d'activation requise est extrêmement faible, ce qui veut dire qu'ils s'enflamment plus facilement que la plupart des gaz, et quand ils s'enflamment, ils brûlent presque instantanément, créant une onde de choc explosive qui peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 3000 mètres par seconde dans un espace confiné. Tout ça pour dire que c'est assez fort pour projeter un corps humain contre un mur, et avec une température instantanée de plus de 2000 degrés Celsius, c'est suffisamment chaud pour faire fondre l'acier. C'est la raison pour laquelle leur mission était si dangereuse. Mais ce qui aurait pu la rendre beaucoup plus sûre, c'est que Bryce ait simplement dit au reste de l'équipage ce qu'il faisait. Il n'aurait certes pas été ravi d'apprendre qu'un travail aussi dangereux était nécessaire, mais c'était le seul moyen de remettre le gouvernail en état de marche. Et si tout le monde avait été au courant,
Ils auraient su qu'il fallait garder le compartiment scellé, et le pire scénario aurait été de perdre une poignée de mécaniciens, pas tout l'équipage. À présent, il ne reste presque plus personne pour faire fonctionner ce bâtiment. Et s'il croyait que le cauchemar était presque terminé, il risque d'avoir une très mauvaise surprise. De l'autre côté, il n'y a rien d'autre que les restes carbonisés de leurs compagnons d'équipage, cuits à des températures si élevées que leurs plaques d'identité et leurs montres ont carrément fondu dans leur peau. Alors qu'il cherche d'éventuels survivants, Loomis remarque son visage dans un des miroirs. Et ce qui est étrange, c'est que chaque image que lui renvoie son reflet semble avoir un décalage à peine perceptible. Tout à coup, son visage se transforme en un spectre pâle de leur commandant déchu. Et paniqué, il fonce droit sur tous ses amis, courant vers la trappe d'évacuation avant que qui que ce soit ne puisse le ralentir. Les autres ne peuvent rien faire pour l'arrêter, et le temps qu'il le rattrape, il est déjà sorti par l'écoutille et a débouché au fond de l'océan, empalé sur une pièce cassée du sous-marin. Alors que le navire bascule sur le côté, ils entendent quelque chose tomber au sol près de leur quartier. Et en allant voir, ils constatent que toutes les affaires du lieutenant ont été jetées hors de la cabine. Ils entendent quelque chose à l'intérieur et tirent le rideau juste au moment où les lumières s'éteignent. Et dans l'obscurité, Bryce aperçoit le fantôme du commandant qui disparaît à nouveau dans l'ombre. Ils n'ont toujours pas refait surface depuis un temps dangereusement long. Et il semble qu'il n'y ait rien à faire pour que le vaisseau remonte ne serait-ce que d'1 mètre vers la surface. Odell raconte à Claire ce qu'il a entendu du lieutenant Corse à propos de l'accident. Mais elle lui fait remarquer que ce n'est pas du tout la même version que celle que lui a racontée Bryce. Désireux d'obtenir des réponses, il retrouve le lieutenant assis dans un local avec les cadavres des membres de l'équipage. Il est évident pour tout le monde qu'il est complètement dépassé. Et quand Claire essaie de lui poser une nouvelle fois des questions sur le capitaine, il lui répond de façon énigmatique qu'elle devrait arrêter de faire comme si elle ne savait pas. Il cherche Wally et le trouve en train de lire seul dans sa couchette, l'effrayant presque accidentellement à mort quand il tend la main pour attirer son attention. Il a toujours été le membre le plus ouvert de l'équipage, et d'après ses recherches, il pense que le navire est tombé sous le coup d'une sorte de malédiction. Et si cette malédiction a été jetée sur eux par l'esprit du capitaine, alors c'est probablement parce qu'il veut sombrer avec son navire. 2 d'entre eux partent à la recherche de nouvelles ressources, laissant Claire attendre ici, près des couchettes. Mais c'est alors qu'elle sent une présence qui l'appelle au bout du couloir. Se dirigeant vers elle, elle se précipite dans une des chambres quand une trappe métallique se referme derrière elle. Elle se retrouve alors dans les quartiers du capitaine. Étrangement, il semble que quelqu'un ait dormi dans le lit, et son instinct lui dit de revérifier le journal de bord du capitaine. Elle remonte jusqu'à la nuit où Winters est tombé à l'eau, et elle entend quelqu'un respirer à mesure qu'elle se rapproche de la vérité. Quand elle regarde par-dessus son épaule, elle voit le fantôme du capitaine allongé dans son lit. Mais au lieu de s'enfuir, elle continue à creuser. Et c'est alors qu'elle fait une découverte qui explique tout. Grâce au tableau d'identification, elle se rend compte que la silhouette du navire ennemi correspond presque parfaitement à celle du navire hôpital britannique, et que le sous-marin a dû tirer sur eux par erreur. Elle montre les preuves à Odell, et ils sont alors en mesure de comprendre exactement ce qui s'est passé. Impatients de pouvoir rentrer chez eux avec une victoire, Bryce, Loomis et Corse ont accidentellement mal identifié leur cible et ont coulé le navire hôpital rempli d'innocents. Quand le capitaine Winters s'est rendu compte de ce qu'ils avaient fait, il a tenté de sauver les survivants. Mais les autres savaient qu'ils perdraient tout si la vérité éclatait. Ils ont donc décidé de tuer le capitaine, de laisser les survivants pour morts et d'essayer d'étouffer toute l'affaire. Ok, voilà mes amis, il semble que la vérité ait enfin été révélée. Mais maintenant, je comprends pourquoi Bryce tenait tant à rentrer chez lui avant qu'on lui pose trop de questions. C'est une chose de faire une erreur qui ruine toute votre carrière, mais quand votre petite bourde finit par coûter la vie à 300 patients innocents, plus tout votre équipage, et attire la malédiction d'un marin vengeur qui est revenu tout droit du fond des mers juste pour vous faire souffrir, c'est là que vous savez que vous avez vraiment merdé. Maintenant, Bryce n'est pas le seul à blâmer ici. Oui, je te regarde aussi, Loomis, mais on dirait que tu as déjà eu ce que tu méritais. Tu semblais être un fin stratège quand tu as élaboré ton plan pour tuer le capitaine et étouffer l'affaire, mais tu n'avais sans doute pas prévu qu'il reviendrait du royaume des morts pour faire de ta vie un enfer, pas vrai? Et maintenant, ta mauvaise conscience vient de faire disparaître tous tes instincts de survie. Tu as dû oublier que tu te trouvais à 90 mètres sous l'eau, où la pression extérieure est 9 fois supérieure à celle que le corps humain peut supporter. Sans combinaison pressurisée, c'est comme essayer de courir sur la Lune en tongs.
C'est vrai, la pression écraserait instantanément tes poumons et ferait éclater tes vaisseaux sanguins, te causant une mort douloureuse et terrifiante. Même si tu parvenais en quelque sorte à retenir ta respiration pendant un petit moment, le changement rapide de pression provoquerait la formation de bulles d'azote dans ton sang. Ce qui signifie que tu mourrais du mal des caissons. Et même dans le meilleur des scénarios, tu te serais retrouvé coincé dans les eaux glacées de l'océan Atlantique au milieu de la nuit, sans aucune chance que qui que ce soit te retrouve. Excellent plan d'évasion, petit génie. Mais au moins, tu ne causeras plus de problèmes. À présent, c'est à vous que je m'adresse, lieutenant Bryce. Il semble que votre petit secret soit enfin dévoilé. Voici ce que je pense. La prochaine fois que vous repérerez une cible ennemie au milieu de la nuit, assurez-vous d'abord qu'il ne s'agit pas d'un navire hôpital avant de le torpiller. C'est pas un jeu vidéo où vous essayez d'accumuler des victoires dans un classement. Des vies humaines étaient en jeu, y compris celles de votre propre équipage. Mais vous avez décidé de tirer sur une cible dont vous n'étiez pas sûr, juste pour pouvoir vous vanter à votre retour. Et regardez le résultat. Maintenant, près de 400 innocents ne reverront jamais leur famille. Et dans le meilleur des cas, vous risquez la prison à vie, si tant est que vous rentriez chez vous. Si j'étais Odell et les autres, je sais exactement ce que je ferais maintenant. Et ce serait de m'assurer que votre cul passe aussi à travers la trappe d'évacuation. Pour que, avec un peu de chance, le fantôme du capitaine laisse le reste d'entre nous en vie. Parce que clairement, lieutenant Brice, vous, monsieur, vous avez sérieusement merdé. À ce moment-là, le sous-marin s'arrête brusquement, sans raison apparente. Et ils réalisent que c'est parce qu'ils ont atteint le lieu de l'attaque. À l'aide d'un treuil et d'une chaîne, ils essaient même de faire remonter le sous-marin à la surface. Mais malgré tous leurs efforts, celui-ci continue de s'enfoncer. Tout à coup, la barre se brise, fuse à travers la pièce et tue Kingsley en le frappant à la tête. Mais quelque chose qu'ils ont fait a dû fonctionner, parce que maintenant, le sous-marin remonte vers la surface. Le navire brise les vagues, le gouvernail en premier. Et alors qu'il tangue violemment d'avant en arrière, le pistolet de Bryce atterrit comme par enchantement dans sa main. Par chance, il repère un autre navire qui se dirige vers eux, et il décide que leur meilleure option est de signaler leur présence, même s'il s'agit de l'ennemi. Mais c'est alors que le lieutenant revient dans la salle de contrôle, agissant comme s'il était toujours aux commandes. Refusant de se rendre, il ordonne aux survivants de rejoindre leur poste de combat. Et quand l'équipage tente de le débouter, il se précipite tout à coup vers la radio et détruit l'équipement, les laissant sans aucun moyen de contacter l'autre navire. Les autres sont trop blessés ou effrayés pour réagir, mais pendant qu'il est distrait, Claire se faufile à l'extérieur et commence à faire des signes au navire avec sa lampe torche. Lorsque celui-ci apparaît, elle est soulagée de voir qu'il s'agit en fait d'un cargo inoffensif. Mais avant qu'elle ne puisse attirer son attention, le lieutenant apparaît juste derrière elle et appuie son arme contre sa nuque. Il la jette à terre et lui ordonne de retourner dans la cale, mais elle refuse de se laisser intimider et l'accuse d'avoir trahi tout son équipage. Au poste de contrôle, ils se rendent compte que le navire risque de venir s'écraser sur eux et que s'ils ne font rien rapidement, ils vont tous mourir. Ils s'emparent donc d'armes et se précipitent à l'extérieur pour arrêter le lieutenant avant qu'il ne soit trop tard. Il est extrêmement partagé sur la conduite à tenir, affirmant qu'il n'a jamais voulu que les choses se terminent ainsi. Puis, il prend la lampe torche et la jette dans l'océan avant de renoncer au commandement et de se jeter à l'eau au passage du navire. Courant vers le pont, Odell tire en l'air avec son Thompson, mais le navire continue sa route sans le remarquer. Juste au moment où ils semblent avoir raté leur chance, quelqu'un tire une fusée éclairante depuis l'autre côté du sous-marin. Et l'autre équipage remarque enfin où il se trouve. Le soleil se lève à peine lorsque les 4 survivants sont hissés à bord du navire de sauvetage. Et bien qu'il fût auparavant superstitieux à son égard, Stumbo remercie Claire de lui avoir sauvé la vie. Pendant un instant, on pourrait croire qu'il n'y avait pas de fantôme finalement. Mais c'est alors que le sous-marin émet un long gémissement métallique, avant de disparaître sous les vagues. Odell ne sait pas si tout ça était dans sa tête, mais Claire est convaincue qu'ils viennent d'assister à un phénomène surnaturel. Loin en dessous d'eux, le sous-marin s'immobilise enfin, juste à côté du navire hôpital qu'il a coulé par erreur. Et qu'il y ait eu des fantômes ou non, une chose est sûre, vous ne me verrez jamais mettre un pied dans un putain de sous-marin. Sans déconner. Abîme, un classique. Et je sais que tous les fans de sous-marins ont adoré ce film. C'est exactement ce dont le monde a besoin. Plus de films sur les sous-marins. J'ai raison ou pas? Mais bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait différemment.
N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de consulter la playlist de Comment battre pour découvrir d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!